La fille d'une employée de maison aide un petit garçon gelé sous la pluie. Elle pense qu'il n'est qu'un enfant perdu, sans savoir qu'il est l'héritier disparu d'une fortune de plusieurs milliards d'euros. Pour Camille Sullivan, 15 ans, la ruelle n'était qu'un raccourci pour rentrer à la maison. Son seul objectif était de revenir avec le lait dont sa mère avait besoin. Mais alors que la pluie tombait en nappes froides et furieuses, elle l'entendit un cri faint. Derrière une benne à ordures, elle le trouva. Un petit garçon recroquevillé en boule, les lèvres d'une teinte bleuâtre effrayante. Tous les avertissements que sa mère lui avait donnés lui disaient de continuer à marcher. Ce n'était pas son problème, mais un petit « j'ai froid », soufflé d'une voix brisée, lui imposa un choix. Elle décida de l'aider, sans savoir que cet enfant transi était le fils d'un milliardaire et que cet acte de gentillesse allait tout changer. Et vous, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Le monde est plein de gens qui tombent et de ceux qui ne s'arrêtent jamais pour regarder. Camille Sullivan. Elle avait l'habitude de regarder. Depuis la fenêtre de leur petit appartement HLM en banlieue parisienne, elle voyait la ville comme un endroit aux angles tranchants, et elle savait qu'elle vivait juste sur l'un d'eux. La pluie ne tombait pas simplement, elle attaquait. Elle s'abattait en rideaux glacés et furieux, transformant les rues du quartier extérieur en torrents sombres et rapides. Le vent hurlait comme une bouilloire projetant journaux, détrempés et déchets contre les murs de briques des immeubles. Camille rabattit le col de sa veste trop fine. Ce n'était pas une veste faite pour ce genre de temps. C'était un vêtement usé passé de main en main, aminci au coude et déjà trempé. Elle avait 15 ans. Elle avait les yeux fatigués de sa mère et le menton obstiné de son grand-père. Ses cheveux blonds étaient plaqués contre son visage dégoulinant d'eau glacée le long de son dos. « Juste jusqu'au coin de la rue, et tu reviens, Camille », avait dit sa mère Sandrine. « On n'a plus de lait, et je ne serai pas payée avant vendredi. » Alors Camille y était allée. Elle avait serré dans sa poche les 5 € que sa mère lui avait laissés, avait évité les pavés brisés et acheté une petite brique de lait à l'épicerie de M. Dupont. À présent, elle rentrait traversant la ruelle derrière leur immeuble. C'était le chemin le plus rapide. La ruelle était un étroit canyon de briques et de bennes à ordures. Le vent y était encore pire s'y engouffrant en rafales. Elle gardait la tête baissée ses baskets, qui avaient aussi un petit trou persistant près de l'orteil, faisant floc-floc dans les flaques. C'est alors qu'elle l'entendit. Ce n'était pas le vent ni la pluie. C'était un pleur. Un petit son mince comme un chaton, presque avalé par la tempête. Camille s'immobilisa, le cœur cognant contre ses côtes. Tous les avertissements de sa mère défilèrent dans sa tête. Ne parle pas aux inconnus. Ne t'arrête pas dans la ruelle. Garde la tête baissée et continue d'avancer. Elle fit un pas de plus vers la porte arrière de l'immeuble. Elle l'entendit encore. Un gémissement suivi d'une toux si faible qu'elle semblait s'effacer. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire plus douce que celle de sa mère, mais infiniment plus forte. On n'abandonne jamais personne. Camille, jamais. Le général Jacques Sullivan était mort depuis 5 ans, mais sa voix était plus claire pour elle que le bruit de la pluie. Il était un héros. Son devoir, son code, était le seul héritage qu'il leur avait laissé. Elle se retourna. « Bonjour », appela-t-elle. Sa voix semblait minuscule. Le son venait de derrière la plus grande benne, celle qui sentait toujours les déchets pourris. Elle s'en approcha lentement, scrutant l'ombre profonde. Elle le vit. Minuscule, recroquevillé en boule, les genoux contre la poitrine, les bras autour de la tête. Il semblait avoir 7, peut-être 8 ans. Il portait une petite veste bleue, mais elle était trempée presque noire sous la pluie. Son jean était déchiré aux genoux et une de ses petites baskets avait glissé de son pied. Elle gisait dans une flaque à côté de lui. Il tremblait de tout son corps, un tremblement violent et incontrôlable. « Hé !»
dit doucement Camille, craignant de l'effrayer davantage. « Eh, ça va. » Le garçon leva la tête. Son visage était d'une pâleur fantomatique, ses lèvres d'un bleu alarmant. Une vilaine échymose assombrissait sa tempe juste sous une touffe de cheveux sombres mouillés et emmêlés. Mais ce furent ses yeux qui la figèrent. Ils étaient immenses vers vides. Il la regardait sans vraiment la voir. Il avait l'air perdu. « J'ai froid », murmura-t-il. Ses dents claquaient si fort qu'il articulait à peine. « Où sont tes parents ?» demanda Camille en s'accroupissant. « Ils sont près d'ici. » Le garçon secoua la tête. Ce petit mouvement semblait de le faire souffrir. « Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne les trouve pas. » Une larme glissa sur sa joue, se mêlant à la pluie. « Je suis tombé. Ma tête me fait mal. » Il la regarda. Ses yeux s'illuminèrent soudain une seconde de clarté. « Je veux ma maman. » Sa voix se brisa et une nouvelle vague de sanglots secoua son petit corps. Le cœur de Camille se fendit. Ce n'était pas un fugueur. C'était un enfant perdu et blessé. Elle savait ce qu'elle était censée faire courir chercher sa mère. Appeler les secours. Mais elle regarda le garçon. Il était déjà à moitié parti. Le froid était en train de le voler. Elle connaissait l'hypothermie. Elle savait qu'elle frappait vite, surtout chez quelqu'un d'aussi petit. Elle pensa à la médaille de son grand-père. Elle reposait dans une petite boîte en velours bon marché sur sa commode. Il l'avait reçue pour avoir sorti 2 hommes d'une rivière gelée. Le froid, Camille, lui avait-il dit. C'est un voleur. Il t'arrache toute ta force. Et ce petit garçon n'en avait plus du tout. D'accord, dit Camille, sa voix changeant. Elle était ferme maintenant. D'accord, on ne reste pas ici. Elle posa une main sur son épaule. Il tressaillit, mais elle la laissa là. Je m'appelle Camille. Je vais t'aider. Je suis Ben, murmura-t-il. Je crois. D'accord, Ben. On va aller chez moi. C'est juste là. Il y fait chaud. Je peux pas marcher, pleura-t-il en essayant de se dérouler. Je sais, dit Camille. Elle fourra la brique de lait dans la poche de sa veste. Elle ramassa sa petite basket abandonnée. Tu n'as pas besoin de marcher. Elle glissa un bras sous son dos et l'autre sous ses genoux. Il était léger, terriblement léger. Il ne pesait presque rien. Il gémit quand elle le souleva son corps raide et glacé. Mais il ne résista pas. Il enfouit son petit visage trempé et gelé contre son cou. « Ça va aller », murmura Camille, la voix tremblante tandis qu'elle le serrait fort. « Je te tiens, je te tiens. » Elle le porta sur les 15 mètres qui menaient à la porte arrière de l'immeuble. Le vent tentait de la repousser, mais elle se pencha en avant protégeant le petit corps du garçon avec le sien. Elle donna un coup de pied à la porte en métal cassé et se précipita dans le couloir étroit, éclairé par des néons fatigués. Ça sentait l'huile de cuisson rance et la moquette humide, mais au moins il n'y avait plus le vent. Ben poussa un long soupir tremblant. « Les escaliers », lui murmura-t-elle. « On ne peut pas prendre l'ascenseur. Madame Petrov est de service ce soir. Elle nous verrait. » Leur appartement était au 3e étage. Ce fut la montée la plus difficile de la vie de Camille. Ses bras brûlaient. Ben était léger, mais c'était un poids mort. Sa tête reposait contre son épaule. Elle sentait son souffle petit et sifflant. Au palier du 2e, elle dut s'arrêter, ses jambes tremblantes. « Encore un peu, Ben, » haleta-t-elle. « On y est presque. » Elle chercha sa clé devant la porte de l'appartement 3B. La serrure coinçait. « Allez, allez. » La porte finit par s'ouvrir. Elle la poussa du pied et entra en trébuchant, refermant d'un coup de hanche. Elle verrouilla le loquet. Pendant 1 minute entière, elle resta simplement là, dans l'entrée minuscule dégoulinante sur le paillasson,
un petit garçon serré contre elle. L'appartement était silencieux. Sa mère était encore au travail. « Ça va ?» souffla Camille. « Ça va, on est en sécurité. » L'appartement était petit. Une kitchenette minuscule, un salon, qui était aussi la chambre de sa mère et la chambre de Camille, un espace à peine plus grand qu'un placard séparé par un rideau. Mais c'était propre et c'était chaud. Les tremblements de Ben empirèrent dans la chaleur et elle savait que c'était mauvais signe. « Ma chambre », dit Camille le portant au-delà du canapé. Elle écarta le rideau de son petit sanctuaire. Les murs étaient couverts de vieux posters d'endroits qu'elle rêvait de voir. Le drapeau plié de son grand-père et sa médaille étaient posés sur sa petite commode. Elle déposa doucement Ben sur son lit, une place tirant sa couette autour de lui. Il se recroquevilla aussitôt en boule. « Il faut que tu enlèves ces vêtements, » dit Camille. Elle essaya d'adopter le ton pratique de sa mère. « Tu vas tomber malade. Encore plus malade, je veux dire. » Il était trop faible. Il la regardait seulement avec ses yeux immenses. Le cœur de Camille se serra. Elle alla à sa commode. Dans le tiroir du bas, sous ses propres poules, se trouvait le vieux sweat militaire de son grand-père. Épais et chaud. « Tiens, » dit-elle. Elle fut aussi douce que possible. Elle lui retira sa veste trempée, son t-shirt, trop fin son jean, et sa petite basket restante. Sa peau était marbrée et glacée. Elle passa le grand sweat par-dessus sa tête. Il était immense pour lui. Les manches lui tombaient largement au-delà des mains et l'ourlet arrivait à ses genoux. Il ressemblait à un petit fantôme. Elle le remit sous sa couette. « Je vais te chercher une serviette, » dit-elle. Elle courut jusqu'à la salle de bain et attrapa la seule serviette propre qu'ils avaient. Son cœur battait comme un oiseau piégé. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» pensa-t-elle. « J'ai ramené un enfant inconnu à la maison. Maman va me tuer. Elle va perdre son travail. » Sa mère Sandrine travaillait comme employée de maison. Elle travaillait pour une famille très très riche de l'autre côté de la ville, les Quartiers. Sandrine était toujours inquiète de son image, toujours terrifiée d'attirer le moindre problème. Et Camille venait de ramener un problème très petit, très malade et très dangereux. Elle retourna dans sa chambre. Ben était réveillé, mais à peine. Elle lui sécha doucement les cheveux, ses doigts trouvant la bosse enflée sur sa tempe. Il serra les dents de douleur. « Désolé, » murmura-t-elle. « Où je suis ?» bredouilla-t-il, la voix étouffée par la couverture. « Tu es dans ma chambre, » dit Camille. « Tu es en sécurité. »« Je veux ma maman, » pleura-t-il d'une voix minuscule. « Je veux rentrer chez moi. »« Je sais, » dit Camille, la gorge serrée. « C'est tout chez toi. Tu connais ton adresse ou le numéro de ta maman. » Il la regarda et son visage se froissa de confusion. « Je sais pas. »« Ce n'est pas grave, » dit rapidement Camille, voyant sa panique. « Ce n'est pas grave. Tu t'es cogné la tête. Tout est un peu mélangé. Ça va revenir. » Elle alla dans la petite cuisine et regarda son travail, ses vêtements mouillés posés en tas. Ils étaient chers. La veste portait un petit logo brodé qu'elle avait déjà vu sur les enfants des écoles du centre-ville. Ce n'était pas un enfant du quartier. Elle fourra ses vêtements dans un sac plastique et l'enfonça tout au fond de la poubelle de la cuisine. Elle mit le lait au réfrigérateur, son ancienne mission, qui lui paraissait d'appartenir à une autre vie. Elle regarda l'horloge, 17h45. Sa mère rentrait à 19h. Elle retourna dans sa chambre. Ben fixait une photo encadrée sur sa table de nuit. Camille, 10 ans, assise sur les genoux de son grand-père. « C'est ton papa, » chuchota-t-il. « Mon grand-père, » dit Camille. « Tu as faim? » Il hocha la tête d'un petit mouvement brusque. Le placard était presque vide, des biscuits secs, une demi-baguette racise, un pot de beurre de cacahuètes.
Elle lui prépara un sandwich au beurre de cacahuète et en coupa les croûtes comme elle aimait quand elle était petite. Elle versa un petit verre du lait qu'elle venait d'acheter. C'était tout ce qu'elle pouvait offrir. Elle lui apporta l'assiette. Il était si faible qu'il pouvait à peine se redresser. Elle dut caler son oreiller derrière lui. Il prit le sandwich dans ses petites mains pâles et l'évalua lentement comme si mâcher lui demandait un effort immense. Il but le lait. « Merci, dit-il. Tu en veux un autre. » Il hocha la tête. Elle lui en fit un deuxième qu'il mangea aussi. Quand il eut terminé, un peu de couleur était revenu sur son visage. Il n'était plus bleu. Ses tremblements s'étaient calmés. « Ma tête me fait mal, » dit-il en touchant l'hématome. Camille prit la trousse de premier secours. Elle tapota doucement les raflures. Il ne broncha même pas cette fois. « Comment tu t'es perdu, Ben ?» demanda-t-elle doucement. « Je m'en souviens pas. » Il fixait les plis de la couverture. « Je me souviens d'une voiture, une voiture noire, et d'un homme, un homme qui criait. » Sa respiration se bloqua. « Et il m'a attrapé. Je me suis échappé. J'ai couru. J'ai juste couru. » Il leva les yeux vers elle, ses grands yeux verts se remplissant de larmes. Il allait m'emmener. Le sang de Camille se glaça. Ce n'était pas juste un enfant perdu. Il fuyait quelqu'un. L'horloge de la cuisine égrenait les secondes bruyamment. 18h30. « Ma mère, » dit Camille, l'angoisse montant en flèche. « Elle va bientôt rentrer. Tu dois être silencieux. Tu dois te cacher. »« Me cacher, » murmura-t-il, les yeux agrandis par une nouvelle frayeur. « Pour échapper à ta maman. »« Non, Elle va avoir peur, » dit Camille. « Tu dois rester ici, être complètement silencieux comme un secret. Tu peux faire ça. » Il hocha la tête. « Je suis doué pour être silencieux. » Cette phrase blessa Camille plus que tout le reste. « D'accord, » dit-elle. « Dors un peu. Tu es en sécurité ici, je te le promets. » Elle tira le rideau, le laissant dans la petite obscurité chaude de sa chambre. Elle alla dans le salon et alluma la petite télévision, réglant le volume très bas. Elle s'assit sur le canapé, le cœur battant, un rythme affolé contre sa poitrine, et attendit que sa mère rentre. Camille était assise sur le canapé usé aux motifs floraux. C'était le lit de sa mère, mais pas avant une demi-heure. La petite télévision, dans le coin, était allumée, mais le son si bas qu'on n'entendait qu'un bourdonnement. Un journaliste local parlait de la tempête inondation sur le périphérique ligne électrique tombée en banlieue. Mais Camille n'écoutait pas. Son oreille était réglée sur une autre fréquence. Elle attendait le bruit de la clé de sa mère dans la serrure, et le moindre son venant de derrière le rideau de sa chambre. L'appartement était rempli d'un silence terrible assourdissant. Camille se leva. Elle ne tenait plus en place. Elle fit quelques pas vers la cuisine et regarda l'horloge, 18h45. 15 minutes. La routine de sa mère était précise. À 18h55, elle descendrait du bus 170 à l'angle de la rue. Elle marcherait les 2 rues jusqu'à l'immeuble. À 19h, sa clé entrerait dans la serrure. Camille se glissa jusqu'au rideau et jeta un œil. Ben dormait. Il était recroquevillé sur le côté, son petit corps noyé dans le grand sweat de son grand-père. Sa respiration était calme, mais trop rapide. Elle posa doucement le dos de sa main sur son front, comme sa mère le faisait autrefois pour elle. Il brûlait. La fièvre avait empiré. Un nœud de panique se forma dans le ventre de Camille. Ce n'était pas quelque chose qu'un sandwich au beurre de cacahuète pouvait réparer. Il avait besoin de médicaments. Il avait besoin d'un médecin. Et elle l'avait caché dans une pièce de la taille d'un placard. « Ça va aller, Ben », chuchota-t-elle. Elle ne savait même pas si elle s'adressait à lui ou à elle-même. « Tu es en sécurité. » Son regard se posa sur la médaille de son grand-père posée sur la commode.
Elle attrapait la faible lumière venant du salon. Ce qui compte, Camille, c'est ce qui est juste, pas ce qui est facile. Ce n'était pas facile. Elle retourna dans le salon. Elle pensa à l'homme dont Ben avait parlé, celui qu'il disait fuir. Il m'a attrapé. Camille alla jusqu'à la porte d'entrée et vérifia le verrou. Il était bien fermé. Elle fit glisser la chaîne métallique. C'était une chaîne bon de marché fragile, mais cela la rassura un peu. 18h59. Camille retint son souffle. Le bruit arriva pile à l'heure, le crissement d'une clé tournant dans la serrure. La porte s'ouvrit et Sandrine Sullivan entra. Sandrine était une femme qu'on aurait dit tenue debout par la seule force de sa volonté. Ses cheveux blonds foncés de la même couleur que ceux de Camille étaient tirés en un chignon serré et fatigué. Elle portait son uniforme de travail, un polo noir simple et un pantalon noir. Elle tenait un manteau fin sur un bras et un petit sac en plastique, contenant son repas dans l'autre. Ce n'était pas une grande femme, mais elle remplissait la pièce d'une énergie faite de pur épuisement. « Salut ma chérie », dit Sandrine. Sa voix était plate. Elle défaisait déjà ses chaussures. Ce temps, c'est un cauchemar. Le bus avait 10 minutes de retard. « Salut maman », répondit Camille. Sa voix sortit comme un couinement. Sandrine s'arrêta. Elle leva les yeux vers Camille. Une mère sait. Elle sait quand quelque chose ne va pas. « Quoi ?» demanda Sandrine. « Rien », répondit Camille beaucoup trop vite. « Comment ça s'est passé le travail, les quartiers ?» Sandrine se massa la nuque. Ça allait. Madame Cartier était dans un état. Elle criait sur tout le monde. Monsieur Cartier enfermé dans son bureau, comme d'habitude. Une journée normale. Elle passa devant Camille pour aller dans la cuisine. Elle vit le lait dans le réfrigérateur. « Oh, tu as pris le lait. Merci, ma puce. Tu me sauves la vie. » Sandrine se servit un verre d'eau, tournant le dos à Camille. « Monsieur Dupont ne t'a pas fait payer trop cher, j'espère. »« Non, maman. » Sandrine but toute l'eau d'un seul trait désespéré. Elle ferma les yeux. « Bon, je vais m'allonger 5 minutes, et ensuite je nous ferai des pâtes. »« Maman, attends, » commença Camille, mais Sandrine marchait déjà vers le salon. Elle commençait à déboutonner son polo prête à se changer. Puis elle s'arrêta. Le rideau de Camille. Il était tiré, mais il venait de bouger. Un petit frémissement. Sandrine se figea. Elle regarda Camille. Le visage de Camille était livide. « Camille, » dit Sandrine, sa voix chutant à un murmure. « Qui est dans ta chambre? Maman, je peux expliquer. » « Qui est dans ma maison, Camille? » La fatigue de Sandrine s'était dissipée. À sa place, une peur froide tranchante. Elle pensa aux bandes, aux petits copains, à tous les ennuis qu'elle s'était acharnée à garder loin de leur vie. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi. » Sandrine n'attendit pas. Elle bougea vite. Elle traversa la pièce en 2 enjambées et tira violemment le rideau. Sa main vola à sa bouche. Ben était là, recroquevillé sur le lit. Le geste soudain l'avait réveillé. Il fixait Sandrine avec des yeux immenses, terrifiés, brillants de fièvre. « Mon Dieu !» souffla Sandrine. « Camille, qu'est-ce que tu as fait? » Elle n'était pas en colère. Elle était terrifiée. « Qui est ce garçon? » murmura Sandrine en tirant Camille vers le salon, comme si le petit pouvait les entendre. « Où tu l'as trouvé? Est-ce qu'il vient traîner au coin de la rue? Tu es dans les ennuis? » « Non, » dit Camille, sa voix montant. « Maman, il était dans la ruelle derrière la benne. Il gelait. Il allait mourir sous la pluie. » La ruelle. Sandrine eut l'air de vaciller. « Camille, on ne fait pas ça. On ne ramène pas la ruelle dans cette maison. On appelle la police. On m'appelle, moi. On ne le ramène pas ici. Il est malade. Maman, c'est juste un petit garçon. Il a 7 ou 8 ans. Il est perdu. Perdu où? » Sandrine regarda de nouveau le petit garçon.
Il portait le vieux sweat militaire du grand-père de Camille. Oh, Camille, on ne peut pas, on ne peut pas. Les yeux de Sandrine étaient affolés. Elle pensait à son travail, au quartier. Son contrat était strict. Pas de police, pas d'histoire, pas de drame. Elle était l'aide invisible. Si elle devenait visible, elle perdait tout. Il a de la fièvre, plaida Camille. Il est blessé, il s'est cogné la tête. On va appeler la police, dit Sandrine en se dirigeant vers le téléphone. On va leur dire qu'on l'a trouvé maintenant. Non, dit Camille en lui attrapant le bras. Maman, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire je peux pas? Il a peur, dit Camille, la voix basse. Il a dit qu'un homme criait. Un homme dans une voiture noire. Il a dit qu'il fuyait, cet homme. Il a dit que cet homme l'a attrapé. La main de Sandrine s'arrêta. Elle comprit immédiatement. Un enlèvement. Il ne se souvient de rien d'autre, maman. Continua Camille précipité. Juste son prénom Ben. Il connaît pas son adresse, il connaît pas le numéro de sa mère. Si on appelle la police, et si cet homme le cherche? Et si la police? Si elle ne nous croit pas? Regarde où on vit. Sandrine regarda autour d'elle le petit appartement propre, mais délabré. Elle savait exactement ce que la police pensait des gens de cet immeuble. Elle était piégée. Piégée entre la compassion impossible de sa fille et la dure réalité du monde. Elle retourna lentement vers la chambre. Ben la regardait, son petit corps secoué de tremblements. Sandrine n'était pas une femme douce. La vie avait rongé ses bords tendres depuis longtemps. Mais, en cet instant, en voyant ce petit enfant malade, elle tendit une main rugueuse et toucha son front. « Il brûle », murmura-t-elle. Le réflexe pratique reprit le dessus. « Il a besoin de médicaments. Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Camille. Sandrine regarda Camille, puis le petit garçon. Elle ferma les yeux. Elle calculait le risque d'appeler la police et le risque de ne pas appeler. C'est à ce moment de silence que la télévision se rompit brusquement. Le murmure des informations locales fut interrompu par un bip strident et urgent. « Nous interrompons ce programme pour un flash spécial », déclara la voix du présentateur. Camille et Sandrine se retournèrent d'un même mouvement. « Nous venons de recevoir une nouvelle importante », dit-il le visage grave. Une alerte enlèvement venait d'être déclenchée pour un enfant de la région métropolitaine. Une photo apparut à l'écran. Pas une photo d'école. Une photo prise sur le vif, un petit garçon souriant aux cheveux bruns et aux yeux verts brillants assis sur un cheval. Camille et Sandrine regardèrent l'écran. Puis elles regardèrent le garçon dans le lit. C'était le même enfant. L'enfant s'appelle Benjamin Cartier, 7 ans, dit le présentateur. Il est le fils du financier milliardaire Michel Cartier. Il a été vu pour la dernière fois cet après-midi près de son domicile dans le quartier de Crestview Hills. Camille sentit le sang quitter son visage. Sandrine s'effondra sur le canapé, une main contre sa poitrine. « Cartier », murmura Sandrine. « Il s'appelle Benjamin. Cartier. » Elle regarda sa fille, les yeux emplis d'une terreur glacée. « Camille, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est le fils du patron. » Le silence qui envahit l'appartement devint plus lourd, plus dangereux que la tempête dehors. Le présentateur continuait. Encore une fois, l'enfant disparu est Benjamin Cartier, 7 ans. La police a établi un périmètre autour de la propriété familiale. Toute personne ayant une information est priée d'appeler immédiatement le numéro qui s'affiche à l'écran. Un numéro vert clignota. Sandrine fixait l'écran, puis son regard glissa vers le petit téléphone, bon marché, accroché au mur de la cuisine. Il semblait soudain être une bombe. « Maman ?» La voix de Camille n'était qu'un souffle. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» Sandrine se leva. Elle marcha jusqu'à la télévision et appuya sur le bouton.
L'écran devint noir. La voix du présentateur fut réduite au silence. On doit appeler, dit Sandrine. Sa voix était mince, comme si elle se parlait à elle-même. On doit appeler ce numéro. Non, dit Camille en se plaçant devant elle. Maman, écoute-moi. Tu as entendu ce que Ben a dit. Il fuyait quelqu'un. Quelqu'un l'a attrapé. Si on appelle, la police va juste le prendre. Et si l'homme qui l'a pris est toujours dehors? Camille, c'est le fils de Michel Cartier, cracha Sandrine sa voix, un sifflement de panique. Je nettoie ses sols. Je dépoussière ses statues. Tu sais ce qu'un homme comme lui fait à ceux qui lui causent des problèmes. C'est juste un petit garçon, supplia Camille. On ne peut pas juste. Ils penseront qu'on l'a kidnappé, hurla Sandrine, ses yeux agrandis d'une terreur que Camille n'avait jamais vue. Ils le penseront, Camille. Ils verront cet appartement, où on vit, et ils décideront que c'est nous. Ils diront qu'on attendait une rançon. Ils vont nous anéantir. Sandrine faisait les 100 pas dans le petit salon, 4 pas d'un côté, 4 pas de l'autre. Ils vont t'arracher à moi, chuchota-t-elle. C'était la vraie peur, le nerf à vif. Avant que Camille ne puisse répondre, un nouveau son surgit de sa chambre. Un petit gémissement aigu. Elles se figèrent. Ben, souffla Camille. Elles se précipitèrent vers le rideau. Ben n'était plus recroquevillé. Il se débattait ses petites jambes, bébé donnant des coudes dans la couette. Ses yeux étaient fermés crispés. Non, non, s'il vous plaît, c'est trop sombre, marmonnait-il. Il délire, dit Sandrine. Son panique se transforma immédiatement en une urgence différente, celle d'une mère. Elle savait reconnaître une très forte fièvre. Elle posa la main sur son front. Il brûle, il est en feu. Camille, apporte-moi un linge mouillé. Maintenant, Camille courut jusqu'à la salle de bain. Elle entendit la voix de sa mère changer. Une voix calme, basse, celle qu'elle utilisait quand Camille était malade. « Ça va aller, mon cœur », murmura Sandrine au petit. « Tout va bien. C'est juste la fièvre. Tu es en sécurité. » Camille revint avec un gant de toilette dégoulinant d'eau froide. Sandrine le prit l'essorant avant de le poser délicatement sur le front brûlant de Ben. Le petit poussa un soupir. Ses mouvements se calmèrent. Il dormait encore mais mal, dans un sommeil agité. « Il a besoin de médicaments », dit Sandrine. « Il a besoin d'un médecin. »« On ne peut pas l'emmener à l'hôpital », dit Camille, comprenant soudain l'ampleur du problème. « Ils poseront des questions. Ils verront son visage. »« Je sais, » dit Sandrine. « Il faut faire tomber la fièvre. Je n'ai plus de médicaments pour enfants. J'ai utilisé le dernier quand j'ai eu la grippe. »« D'accord, » dit Camille, la peur lui tordant l'estomac. Sandrine se redressa la colonne vertébrale droite. « Très bien. Je vais au magasin. Monsieur Dupont est ouvert jusqu'à 21 heures. Je vais acheter du Doliprane pour enfants, un thermomètre. Et peut-être du jus. Maman, la tempête. Je me fiche de la tempête. » Sandrine alla vers la porte et attrapa son manteau fin encore humide. « Camille, tu fermes cette porte derrière moi. Tu fermes la chaîne. Tu n'ouvres à personne. Tu m'entends? Pas aux policiers, pas aux voisins, même si l'immeuble brûle. À personne. »« Maman, j'ai peur, » avoua Camille. « Moi aussi, » dit Sandrine, la main sur la poignée. « Mais ce petit garçon est plus malade que nous. Je reviens dans 10 minutes. » La porte claqua. Camille entendit les pas rapides de sa mère s'éloigner dans le couloir. Elle courut jusqu'à la porte, fit glisser la chaîne, enclencha le verrou. Elles étaient seules. L'appartement lui sembla immense et vide. Le seul bruit était celui du vent hurlant contre les vieilles fenêtres et la respiration de Ben, peu profonde. Camille retourna dans sa chambre. Elle s'assit au bord du lit, trempant le linge dans le bol d'eau, refroidissant le front brûlant du petit.
Il paraissait si minuscule dans son lit. Il n'était pas un quartier, c'était juste un petit garçon perdu. Son regard se posa sur la commode, sur la petite boîte en velours bon marché. Elle la prit, l'ouvrit. La médaille était lourde, une simple étoile de bronze. Son grand-père n'avait jamais raconté la bataille où il l'avait gagnée. Il ne parlait que du pourquoi. On était coincé, Camille. 2 hommes sont tombés dans la rivière. Elle était gelée. L'air était si froid qu'il faisait mal quand on respirait. Le capitaine a dit de les laisser. Il a dit que c'était une perte tactique. Puis il l'avait regardé de ses yeux gris perçants. Ce n'étaient pas des pertes, Camille. C'étaient des hommes. Alors j'y suis allé. Je les ai sortis de l'eau. Le capitaine a voulu me faire passer en cour martiale. 1 semaine plus tard, le général m'a donné ça. Pourquoi? Avait demandé Camille 10 ans à l'époque. Parce que c'est le code. On ne les laisse jamais. Peu importe ce que dit le capitaine. Tu fais ce qui est juste, pas ce qu'on te dit. Camille referma sa main sur la médaille. Froide, solide. Elle comprit enfin. Sa mère avait peur du capitaine. Peur de Michel Cartier. Peur de la police. Mais Camille était la petite fille du sergent. Elle regarda Ben. Il était l'un de ces hommes tombés dans la rivière. Et elle ne l'abandonnerait pas. Ça va aller, Ben, murmura-t-elle en rafraîchissant le linge. Je suis là, je te laisserai pas. Les paupières de Ben frémirent. Il la regarda. Pendant 1 seconde, elle crut qu'il était réveillé. Le manteau, murmura-t-il. Quoi, Ben, tu as froid? Le manteau noir, balbutia-t-il avant que ses yeux ne se referment. Il était dans la maison. Il connaissait mon nom. Le sang de Camille se glaça. Il a dit « Sois sage, Ben, on va jouer à un jeu. » Une larme glissa le long de sa tempe. Je voulais pas jouer. Il retomba dans un sommeil de fièvre. Camille resta immobile. Il était dans la maison. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un enlèvement au hasard. L'homme qui l'avait pris était dans le manoir Cartier. La pluie fouettait mêlée maintenant à de la neige fondue. Sandrine Sullivan gardait la tête basse, ses chaussures à semelles plastiques glissant sur le trottoir détrempé. Son esprit était une tempête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Elle connaissait les Cartier. Elle travaillait dans leur maison depuis 3 ans. Elle connaissait M. Cartier, un homme qui parlait en phrases basses et dures. Un homme pour qui le monde se pliait toujours. Elle connaissait Madame Cartier, Éléonore, une femme si maigre, qu'elle ressemblait à un oiseau, toujours en train de planifier une réception, de se plaindre du personnel regardant Sandrine comme si elle n'existait pas. Elle connaissait Benjamin. Elle l'avait vu dans les couloirs, un petit garçon poli discret, toujours suivi par une nounou. La seule douceur dans toute cette maison de marbre et de verre. Et maintenant, il était dans son appartement, dans le lit de sa fille. Elle arriva chez M. Dupont, l'épicerie du coin. La clochette tinta faiblement. Le téléviseur derrière le comptoir diffusait encore l'alerte enlèvement. « Terrible, hein ?» dit M. Dupont pendant qu'elle attrapait les médicaments. C'était un homme gentil, mais un bavard. « Affreux », répondit Sandrine, la voix tendue. « Ça, une bouteille d'eau et un thermomètre si vous avez. Oh, cette pauvre famille! Avec tout cet argent, on croirait qu'il pourrait garder un enfant en sécurité. » Il emballa les articles. Les mains de Sandrine tremblaient si fort qu'elle fit tomber une pièce. « Ça va, Sandrine? Vous êtes toute pâle. »« Juste la tempête, » dit-elle en attrapant le sac. « Et les infos, ça secoue. Bonne soirée, Monsieur Dupont. » Elle repartit sous la pluie. Elle n'était plus une femme de ménage. Elle était une mère. Et sa fille, sa Camille, avait fait quelque chose de si courageux et si insensé que cela pouvait détruire leur vie. Ils croiront qu'on l'a pris. Cette pensée tournait autour d'elle comme un vautour.
Ils diront que Sandrine, la bonne, connaissait la maison, qu'elle savait les horaires, la suspecte parfaite. Elle monta les 3 étages en courant ses poumons en feu. Ses doigts tremblaient sur la clé. La porte était verrouillée, chaînée. Elle frappa le code spécial. Papa, papa, papa. La chaîne glissa. La porte s'ouvrit. Camille l'attrapa et la tira à l'intérieur. Il va plus mal, maman? Demanda Camille, le visage grave. Il parle. Il délire. Sandrine passa devant elle. Il a dit que l'homme était dans la maison, ajouta Camille. Il a dit... Il connaissait mon nom. Sandrine s'arrêta net. Chaque goutte de sang sembla quitter son visage. Ce n'était pas un enlèvement. C'était autre chose. C'était à l'intérieur. Elle regarda Camille. Elle regarda le petit garçon malade. Le temps de paniquer était terminé. « D'accord, » dit Sandrine, la voix dure. « D'accord. On fait tomber la fièvre, on attend qu'il s'endorme. Et ensuite on appelle la police, » demanda Camille. « Non, » répondit Sandrine en déballant le thermomètre. « On ne peut pas. Si l'homme était dans la maison, il peut être n'importe qui. Un membre du personnel, un membre de la famille. » Elle glissa le thermomètre dans l'oreille de Ben. « Bip, 39,7, lut-elle. Mon Dieu. » Elle déboucha le médicament liquide violet. « Aide-moi à le redresser, Camille. » Elles parvinrent à asseoir Ben. Il était mou inerte comme un poids mort. « Ben, » dit Sandrine, la voix ferme mais douce. « Ben, chéri, tu dois boire ça. C'est du médicament. Ça va te faire du bien. » Il toussa, s'étrangla un peu, mais avala. Elles le recouchèrent. Sandrine lui rafraîchit le visage, le cou. « On attend, » dit-elle d'une voix basse. « On attend que le médicament fasse effet. On reste avec lui. On veille. On le garde en sécurité. »« Et demain matin ?» demanda Camille. Sandrine regarda sa fille. Elle y vit le général ce menton, têtu courageux, idiot et honorable. « Demain matin ?» dit-elle. « Je n'appelle pas la police. »« Quoi? » ?»« La police ne nous croira pas, mais je sais qui pourrait. » Elle inspira profondément. « Le chef de la sécurité de M. Cartier, Frank Coste. Faproaten Frank Costello tan Frank Coste, en une privé ex-militaire français. Il est juste. Ancien militaire, pas comme les autres. Il comprendra. »« Tu crois, maman? » ?»« Il comprendra un soldat, » dit Sandrine en regardant la médaille dans la main de Camille. « Et il comprendra une mère. On doit juste garder ce petit en vie jusqu'à l'aube. » La tempête était passée. Le vent ne hurlait plus. La pluie n'était plus qu'un filet régulier contre les vitres. Dans l'appartement 3B, la nuit était longue et lourde. L'air sentait la laine mouillée et le parfum sucré du sirop pour enfants. Il était 3 heures du matin. Sandrine et Camille étaient assises dans le salon. La porte de la chambre restait ouverte. Le rideau tiré. Elles voyaient Ben depuis leur place. Le médicament avait fait effet un moment. Sa fièvre était descendue de 39,7 à 38,8. Il s'était calmé. Mais maintenant, des heures plus tard, elle remontait déjà. « Il grelotte », murmura Camille. Elle s'était assise au sol adossée au canapé, les yeux fixés sur le petit corps dans son lit. « C'est la fièvre », dit Sandrine en essorant de nouveau le linge à l'évier. « Elle lutte contre le médicament. » Elle retourna au chevet. Ben était agité. Il marmonnait dans son sommeil. « Non, arrête. Il fait trop noir. Ça va, mon cœur, » murmura Sandrine en posant le linge frais sur son front. « Tout va bien. Tout ira bien. » Elle resta assise au bord du lit. Épuisée mais pas fatiguée. La peur l'avait aiguisée. Elle était une mère qui protégeait un enfant. Son enfant ou pas, ça n'avait plus d'importance. Camille observait sa mère. Elle l'avait déjà vue fatiguée, en colère triste. Mais jamais comme ça. C'était une soldate en faction. « Maman,
dit Camille, sa voix minuscule dans le silence. Tu as peur de Monsieur Cartier. Sandrine expira. Ce n'était pas un rire, juste de l'air. J'ai peur de ce qu'il est, dit-elle. J'ai peur des hommes qui peuvent acheter le monde. Quand tu as autant d'argent, tu n'entends plus jamais non. Tu ne vois plus les gens qui nettoient tes sols. Nous ne sommes que des fantômes. Elle regarda ses mains rouges et gercées par le travail. Il nous regarderait, il verrait cet appartement, et il croirait que c'est nous. Mais ce n'est pas vrai, protesta Camille. Ce qui est vrai n'a aucune importance, répondit Sandrine la voix dure. Seul compte ce qu'il croit être vrai. Elle regarda Camille. Mais toi, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce que ton grand-père aurait fait. Tu n'as pas pensé au prix. Tu as juste agi. J'avais tellement peur, maman. Avoua Camille. Je sais. Un petit souffle rompit le silence. Camille. Elles se retournèrent. Ben était réveillé. Ses yeux verts brillants, de fièvre mais clairs, fixaient Camille. « Hey !» dit-elle en s'agenouillant près du lit. « Hey Ben, tu es réveillé. J'ai soif, murmura-t-il. Sandrine était déjà debout, en train de verser un verre d'eau. Elles l'aidèrent à s'asseoir. Son petit corps était si faible. Il but lentement. « J'ai fait un mauvais rêve, dit-il. C'est la fièvre, répondit Camille. Ça va passer. Est-ce que monsieur est encore là? Demanda Ben, la voix brisée. Sandrine et Camille échangèrent un regard. Qui Ben? Demanda Sandrine d'une voix douce. Qui est monsieur? Monsieur William, dit Ben. Ses yeux s'écarquillèrent. Il disait qu'on jouait à cache-cache, que je devais être très silencieux, sinon ils allaient me trouver. Il regarda Sandrine. Il sentait bizarre, comme l'eau marron de papa. La main de Sandrine se crispa sur le verre. Du whisky. Il m'a dit de monter dans la voiture, murmura Ben. Mais il est tombé et j'ai eu peur, alors j'ai couru. J'ai juste couru. Sandrine se leva d'un bond. Elle marcha vers la cuisine, ses mouvements raides mécaniques. Elle connaissait M. William. Maman, Camille la suivit. William Cartier, dit Sandrine d'une voix si basse que Camille l'entendit à peine. C'est le frère cadet de M. Cartier. Celui qui a des problèmes. Il demande toujours de l'argent. Il était à la maison hier. Je l'ai vu. Ses yeux se remplirent d'une peur nouvelle plus froide, plus tranchante. Il a pris son propre neveu, Camille blêmit. Il l'a emmené pour jouer. Il était ivre, dit Sandrine. Il l'a perdu. Il ne se souvient probablement même pas où. Elle s'appuya contre le plan de travail vidé. Tout le plan. La police. Tout est faux. Maman, ça change tout, dit Camille. Oui, répondit Sandrine. Ça change tout. On ne peut pas appeler Franck Coste. On ne peut pas lui dire la vérité. Il ne nous croira jamais. Il pensera qu'on ment, qu'on essaie de nuire à la famille. Ils nous écraseront Camille. Ben s'était rendormi. Sa fièvre, après avoir explosé, commençait enfin à retomber. Son front était trempé de sueur. La longue terrible nuit touchait à sa fin. Et le matin allait être pire. Le soleil ne se leva pas vraiment. Le ciel passa seulement du noir au gris malade, un gris d'eau trouble. Il était 5h30. Sandrine Sullivan se tenait devant son placard. Elle sortit son uniforme propre et repassé. Elle commença à s'habiller. « Maman, qu'est-ce que tu fais? » Camille était sur le canapé. Elle n'avait pas dormi. « Je vais travailler, » dit Sandrine, la voix plate vide. « Quoi, tu ne peux pas. » Camille se leva. « Et Ben et Franck Coste. » « Il n'y a pas de Franck Coste.
dit Sandrine en tirant ses cheveux en un chignon sévère. Ce plan-là est mort. On est seul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais travailler. Je vais entrer dans cette maison. Je vais faire comme si je ne savais rien. Et Ben. Camille désigna sa chambre où le petit dormait enfin profondément. Il ne peut pas rester ici, dit Sandrine, la voix brisée. Je vais l'emmener à l'hôpital, un autre de l'autre côté de la ville. Je le laisserai là-bas. Je dirai que je l'ai trouvé. Non, cria Camille. Maman, non, c'est l'abandonner. C'est exactement ce que tu craignais que d'autres fassent. On n'a pas le choix, hurla Sandrine. Son contrôle céda enfin. Elle pleurait des larmes de rage terrifiée. Ils ont pris tous mes choix. Cette famille, je nettoie leurs toilettes, je lave leurs draps. Et eux, ils peuvent détruire des vies sans même s'en rendre compte. Elle attrapa son manteau fin. Je vais travailler. Camille, tu restes ici. Tu le surveilles. Je dois réfléchir. Elle était déjà à la porte. Camille courut vers elle. Maman, s'il te plaît, ne pars pas. On peut t'appeler ce numéro, la ligne d'alerte, anonymement. Ils traceront l'appel jusqu'à l'immeuble, jusqu'à l'appartement de la femme de ménage. Non. La porte s'ouvrit. Sandrine regarda sa file. Elle avait l'air brisée. « Ferme la porte derrière moi », dit-elle. La porte claqua. Camille était seule. À 15 ans seule avec le plus gros secret de la ville. Elle regarda sa chambre. Ben était en sécurité pour l'instant. Son regard alla vers la commode, vers l'étoile de bronze. Tu fais ce qui est juste, pas ce qu'on te dit. Sa mère lui avait dit d'attendre, de ne rien faire. Camille regarda le téléphone accroché au mur. Le plan de sa mère était bâti sur la peur. Le code de son grand-père lui était bâti sur le courage. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle n'allait pas appeler la police. Elle n'allait pas appeler les médias. Elle allait appeler la seule personne qui comprendrait. Elle allait appeler le soldat. Les mains de Sandrine tremblaient tellement qu'elle peinait à sortir son abonnement de bus de son portefeuille. Elle s'assit à l'arrêt, l'air froid du matin, lui mordant le visage. Elle se sentait malade. Elle avait fui. Elle avait laissé sa fille gérer un désastre qu'elle-même ne savait pas résoudre. Le bus arriva. Elle posa un pied sur la marche. Son téléphone, un vieux clapet, bon marché, vibra dans sa poche. Un message. De Camille. Ne pars pas. Reviens, j'ai trouvé le numéro de Frank Coste sur ta liste d'urgence du travail. Je l'ai appelé. Il arrive. Le sang de Sandrine se glaça. Non, 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 murmura-t-elle. Elle ne monta pas dans le bus. Elle fit demi-tour et se mit à courir. Elle courut les 2 rues menant à son immeuble les poumons en feu. Elle se moquait totalement de qui pouvait la voir. Elle monta les escaliers en trombe. Devant l'immeuble, un SUV noir élégant officiel était garé. Pas une voiture de police, une voiture de sécurité privée. Elle entra dans le hall. 2 hommes en costume sombre se tenaient près de l'ascenseur cassé. Ils ne l'arrêtèrent pas. Ils l'attendaient. Elle courut dans le couloir jusqu'à la porte 3B. Elle était ouverte. Elle le vit. Frank Coste, un homme grand, bâti comme un bloc de granit. Un visage dur, des yeux d'ancien militaire. Il se tenait dans son salon observant les lieux. Camille était près du rideau de sa chambre, les bras croisés. Elle était terrorisée, mais elle ne reculait pas. Ben était réveillé assis sur le lit tenant dans ses mains l'étoile de bronze de son grand-père. « Madame Sullivan », dit Frank. Sa voix était un grondement bas. « Je peux expliquer », haleta Sandrine. « Votre fille l'a déjà fait », répondit Frank. « Elle a été très claire. » Il regarda Camille.
Tu es sûr de ce qu'il a dit? Il a dit « Monsieur William », répondit Camille, la voix tremblante mais ferme. Il a dit qu'il sentait l'alcool. Il a dit qu'il jouait à cache-cache. Le visage de Frank Coste ne bougea pas, mais ses yeux se glacèrent. Il avait écouté William Cartier mentir pendant 12 heures. Il l'avait vu aider aux recherches. « Je vois », dit-il. Il se tourna vers Sandrine. « Votre fille est très courageuse et très imprudente. » Il ajouta plus doucement, et elle avait raison. Il regarda Ben. Son visage dur s'adoucit. « Salut Ben », dit-il en entrant dans la petite pièce. Ben leva les yeux. Il sourit. « Frank, tu m'as trouvé. »« Non, petit chef, » dit Frank, la voix épaisse. « C'est elle qui t'a trouvé. » Il s'accroupit. « C'est Camille qui t'a trouvé. Et qui t'a protégé. » Frank regarda l'étoile de bronze dans la main de Ben. « Où tu as eu ça? »« C'est à Camille, » dit Ben. « Elle a dit que son grand-père était un héros, qu'il sauvait les gens. » Frank regarda Camille. « Il serait fier de toi, gamine. »« Et maintenant, » murmura Sandrine. « Maintenant, » dit Frank en se relevant, « j'emmène Ben chez lui et on s'occupe du problème. »« Mon travail » demanda Sandrine. Frank la fixa. « Vous avez ma parole, Madame Sullivan. Vous et votre fille serez en sécurité. Votre emploi aussi. Vous n'avez rien vu. Vous ne savez rien. Tout ceci est un acte de Dieu. Compris. » Sandrine hocha la tête. Frank prit Ben dans ses bras délicatement. Le petit s'endormait déjà. « Et toi, » dit-il à Camille, « t'as fait du bon boulot, ce que personne d'autre n'a été capable de faire. » Il s'arrêta à la porte. Il regarda la médaille dans les mains de Camille. « Cette médaille, mon père en avait une aussi. » Armée, 101e aéroportée 82e, demanda Camille. Frank hocha la tête. Un vrai soldat. Il sortit. Les hommes du couloir se mirent en marche derrière lui. La porte de l'appartement se referma. L'appartement fut silencieux. Le SUV noir s'éloigna. Camille et Sandrine restèrent debout dans le salon. C'était fini. « Oh, ma chérie », dit Sandrine en prenant Camille dans ses bras si fort que ça en faisait mal. « Ma brave, ma stupide petite. » Camille serra sa mère. « Ça va, maman, ça va. »« J'allais l'abandonner, » sanglota Sandrine. « J'avais tellement peur. »« Mais tu ne l'as pas fait, » dit Camille. « Tu es revenu. » Elles restèrent là longtemps. Le lendemain, les informations annoncèrent que Benjamin Cartier avait été retrouvé. Il s'était égaré et un bon samaritain l'avait ramassé déboussolé. La famille demanda le respect de sa vie privée. Le jour suivant, les médias rapportèrent que William Cartier avait été envoyé dans un centre de bien-être exclusif à l'étranger. La vie reprit pour Camille et Sandrine. Mais quelque chose avait changé. 2 semaines plus tard, une voiture noire s'arrêta devant l'immeuble. Pas un SUV, une berline. Frank Coste en sortit. Il monta jusqu'au 3B. Il ne portait pas de costume. Juste un polo simple. Il tenait une petite boîte en velours neuve. « Monsieur Cartier voulait que vous ayez ça, » dit-il. Sandrine commença. « On ne peut pas... Ce n'est pas de l'argent, » l'interrompit Frank. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur sur le velours. L'étoile de bronze du grand-père de Camille parfaitement nettoyée. Et juste à côté, fixé au velours, un petit insigne doré, en forme de bouclier. « C'est l'insigne de la société de Monsieur Cartier, » dit Sandrine. « Celui de son équipe de sécurité, » corrigea Frank. La médaille, Ben ne voulait plus la lâcher. Il l'a donnée à son père, Monsieur Cartier. Il ne comprend pas l'honneur, mais il comprend le pouvoir. Et cette médaille, il l'a comprise.
Il l'a fait nettoyer. Il tendit la boîte à Camille. Il a aussi créé un fonds, dit Frank plus bas. Il ne les regardait pas. Une bourse. Ça s'appelle le fonds du général. Ça paiera toute ton éducation, Camille. L'université, tout ce que tu voudras. Il a dit, le monde a besoin de plus de généraux. Camille regarda la médaille. Elle brillait. Merci, murmura-t-elle. Frank hocha la tête. Puis il se tourna vers Sandrine. Elle se raidit comme si elle attendait une dernière mauvaise nouvelle. « Madame Sullivan, » dit Frank, « il reste une chose. » Il sortit une carte de visite simple blanche. « Ma société de sécurité, on s'agrandit. J'ai besoin de quelqu'un au siège pour gérer la logistique et les plannings. » Sandrine le fixa. « Je ne comprends pas. » « C'est un poste de responsable administrative, » dit Frank de son ton direct. « Le salaire est le double de ce que vous gagnez chez les quartiers. Couverture médicale complète, dentaire, vraie retraite. J'ai besoin de quelqu'un capable de gérer une crise. Quelqu'un qui a de l'intégrité et qui ne panique pas quand le monde s'écroule. » Il lui tendit la carte. « Ce n'est pas une charité, Madame Sullivan. C'est une offre d'emploi. Je n'embauche que des personnes à qui je pourrais confier ma vie. Et après les 2 dernières semaines, je vous ferai confiance sans hésiter. » Sandrine regarda la carte, puis ses mains rouges et crevassées par des années de ménage. Puis Frank. Pour la première fois, un petit sourire tremblant apparut sur son visage. Elle prit la carte. « Quand est-ce que je commence ?» demanda-t-elle la voix un peu tremblante. « Lundi, » dit Frank, laissant apparaître un léger sourire. « Bienvenue dans l'équipe. » Il hocha la tête vers Camille. « Prends soin de cette médaille de gamine. » Il partit. Camille et Sandrine se retrouvèrent de nouveau seuls. Camille posa la boîte sur sa commode. Elle regarda sa mère qui fixait toujours la petite carte de visite blanche. « Maman ?» demanda Camille. Sandrine expira un souffle qu'elle semblait retenir depuis 15 ans. Elle posa la carte avec soin sur la table de la cuisine. « C'est fini », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Camille. « Fini, quoi ?» Sandrine regarda sa fille. Ses yeux étaient clairs, brillants, vivants. « Fini de nettoyer la maison des autres. » Camille alla vers la fenêtre et regarda dehors. La ville était toujours là. Les angles coupants, le vent froid, les gens qui tombaient. Tout était pareil. Mais rien ne l'était vraiment. Elle regarda sa mère qui préparait une tasse de thé. Non pas comme une femme de ménage épuisée, mais comme une femme sur le point de commencer son premier jour. Camille n'était plus au bord du vide. Aucune d'elles ne l'était. Elles étaient exactement là où elles devaient être. Et c'est ainsi que nous quittons Camille et sa mère au seuil d'une nouvelle vie. Chaque fois que nous partageons une histoire comme celle-ci, nous espérons qu'elle rappelle combien un seul choix, un seul geste de gentillesse sous la pluie peut tout changer. Qu'avez-vous pensé de la décision de Camille dans cette ruelle? Nous serions ravis de lire vos impressions dans les commentaires. Peut-être que vous écoutiez cette histoire en vous relaxant en fin de journée. Ou simplement pendant une petite pause. Dites-nous. Et si vous voulez être sûr de ne rater aucune de nos prochaines histoires, un j'aime et un abonnement nous aident énormément. Nous cherchons toujours à nous améliorer, alors n'hésitez pas à partager vos retours. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.